Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous en connaissez le principe, près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Cet échange sera bien sûr à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une avocate spécialiste de la famille, militante convaincue, qui troque aujourd'hui la robe noire pour la plume au service des femmes de son pays. Catherine Marceline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De vos premières années au barreau de Fort-de-France à votre amour pour l'histoire, en passant par votre sens de la justice et du militantisme, le plaidoyer va commencer, mais avant, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Catherine Marceline, bienvenue. Vous êtes née à Chelcher en 1969. Vous avez grandi à Batelière où vous avez fait vos petites classes, puis au lycée Bellevue. Vous êtes une élève brillante, joyeuse. Vous baignez dans l'univers du droit des avocats, puisque votre mère est avocate, ancienne bâtonnière, maître Daniel Marceline. Mais jusqu'à vos 19 ans, vous ne rêvez pas de robe noire et de code pénal. Votre mère est peu présente à cause de son métier. Elle s'occupe seule de vous et la profession ne vous donne pas envie. Mais tout de même, vous avez en vous cette quête de justice et de vérité. Vous aimez défendre les autres, puisqu'à l'école, vous êtes délégué de classe. Et puis, vos parrains et marraines ne sont autres que Charles-Henri Michaud et Marie-Alice André Jacoulet, 2 ténors du barreau, amis de votre maman, que vous avez vous-même choisi pour assister votre mère dans votre éducation. Et c'est à Paris-Dauphine, où vous suivez vos études d'économie, que le droit vous rattrape. Et vous voilà à la fac de droit à la Sorbonne. Votre mère, votre parrain et votre marraine ne peuvent que vous encourager à suivre leurs pas. Au centre de formation à la profession d'avocat, vous excellez puisque vous sortez 12e sur 1200 candidats. Vous aimez le droit des affaires, vous avez envie de vous spécialiser dans les contentieux d'œuvres d'art. Vous faites vos premières armes auprès d'un de vos menteurs, maître Sauveur-Vest, grand avocat pénaliste. Et vous voilà ensuite de retour en Martinique pour être avocate. Vous prêtez serment le 21 mars 1997 à la Cour d'appel de Fort-de-France avec entre autres maître Muriel Renard-Legrand, la bâtonnière actuelle. L'installation n'est pas facile, vous êtes fille d'eux et les confrères ne vous font pas de cadeaux. Des moments d'adversité que vous affrontez la tête haute avec des situations qui auraient pu vous déstabiliser, mais vous ne vous démontez pas, vous faites vos preuves et vous faites un prénom. Votre mère veille au loin, sans intervenir, avec bienveillance, elle aussi d'ailleurs, qui est votre mentor. Vous démarrez votre carrière en tant qu'avocate commise d'office, une expérience qui va vous forger. Vous laissez tomber petit à petit le droit des affaires pour le pénal et pour le droit de la famille durant une bonne dizaine d'années. Vous aimez la défense de l'humain et notamment celle de femmes victimes de violences, victimes d'emprise de pervers narcissiques et de harcèlement. Les affaires qui vous ont le plus marqué sont celles de la cour d'assises, la défense de jeunes et tous les cas de femmes victimes de violences, notamment celui d'Ingrid Littré. Vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas de voix parce que vous avez envie de les aider à s'exprimer, à dénoncer les injustices, à prendre la parole. Et c'est aussi pour cela que vous devenez coach en prise de parole en public pour aider les femmes à retrouver leur leadership. Vous êtes aussi une passionnée d'histoire, de mots, vous aimez écrire et vous rédigez de son vivant la biographie de Christiane Dapierre. Vous avez envie de faire connaître l'histoire des femmes et des hommes inspirants de la Caraïbe, notamment celle de Paulette Nardal. Et puis la maladie va vous rappeler que la vie est courte et qu'il faut vivre vos rêves sans attendre. Vous avez vaincu un cancer il y a 10 ans et puis vous souffrez d'endométriose et vous avez subi une hystérectomie avec des complications où vous avez failli perdre la vie. C'est là que vous vous dites « il faut faire ce que j'ai envie de faire », à savoir écrire, et vous montez votre maison d'édition Pilibo pour vous y consacrer à plein temps. Vous avez annoncé déposer la robe au 1er janvier 2025 et laisser derrière vous 27 années au barreau de Fort-de-France. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes très investie dans les luttes contre les violences faites aux femmes. Vous êtes la présidente de l'association Paulette Nardal au Panthéon. Vous êtes aussi très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que, maître Marceline, Catherine Marceline, est-ce que ce portrait est fidèle à la femme que vous êtes ? Oui, il me semble très, très juste et je vois que vous avez fait de très belles et approfondies recherches. Merci. Votre mère vous a élevé toute seule. Elle vous a eu à l'âge de 21 ans. Elle était très prise par son travail. Comment s'est passée votre enfance ? Alors, j'étais enfant unique. Donc, c'était une enfance un peu solitaire, même si j'avais des cousins qui n'étaient pas très loin. Et c'est vrai que j'ai grandi en ayant le sentiment que les mamans avocates avaient du mal à s'occuper de leurs enfants parce qu'elles étaient très prises. Donc c'est pour ça que j'ai très vite dit « je ne serai jamais avocate ». Et puis finalement, en grandissant,
on trouve le temps. Enfin, elle a trouvé le temps, c'est sûr. Ce n'est pas facile d'être une mère célibataire. Et donc, nous avons eu des échanges qui étaient beaucoup des échanges de discussion. Je me souviens notamment dans les matières d'histoire et de philosophie où elle était très présente pour m'expliquer beaucoup de choses, pour me raconter beaucoup d'événements de notre pays, Martinique, mais également du monde. Et je pense que j'étais la seule à l'époque parmi tous mes camarades à avoir ces échanges avec une maman qui pouvait me parler d'actualité, de géopolitique, de politique stratégique. C'était passionnant pour moi. Donc nous avons rattrapé, je dirais, beaucoup de temps sur les échanges, les discussions philosophiques que nous avons eues par la suite. Il y avait quand même de la place pour l'affection, en dépit de son emploi du temps extrêmement chargé? Oui, il y avait beaucoup de... Comment dirais-je? Maman a toujours dit qu'elle n'était pas forcément démonstrative dans son affection. Mais elle était toujours présente pour moi quand j'en avais besoin. Dans les moments où, petite fille, j'avais besoin de ma maman elle pouvait être là à ce moment-là pour moi. Oui, absolument. En préparant cette émission, vous nous avez confié avoir été victime d'agressions sexuelles quand vous étiez petite. Oui. C'est un sujet dont vous n'avez pas débattu encore en public jusqu'à présent. Merci d'accepter d'en parler avec nous aujourd'hui. Pour quelles raisons ne pas avoir libéré la parole tout de suite? En fait, comment cela s'est passé? Parce que j'ai perdu la mémoire. J'étais toute petite fille quand ça s'est passé et j'ai totalement perdu la mémoire. Et c'est quand je suis arrivée au barreau de Martinique. La règle au barreau de Martinique, en tout cas à l'époque, c'était que les jeunes avocats, quelle que soit leur formation, droit des affaires ou autre, doivent remplir des obligations d'assistance de clients à la commission d'office, c'est-à-dire au pénal. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez absolument défendre toute catégorie, je dirais, de dossiers et de problématiques pénales. Que ce soit en défense ou en partie civile, que ce soit du viol, que ce soit du meurtre, etc. Donc j'ai eu des dossiers de viol. Et dans les dossiers de viol, dans chaque dossier de viol ou d'agression sexuelle, vous avez ce qu'on appelle un rapport psychologique qui est fait sur la victime. Et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui m'étaient familières. Et c'était extrêmement perturbant parce que je ne comprenais pas. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais un médecin traitant, une femme qui était remarquable, qui depuis est partie, à qui j'ai expliqué ça et qui m'a envoyée vers un professionnel qui m'a aidée à retrouver la mémoire. Et donc, 27 ans après, j'ai retrouvé la mémoire sur ce qui s'était passé des années auparavant. Et donc, ça a été très difficile parce que c'est quelque chose qui tombe dessus comme un tsunami. Alors, on m'a expliqué après que le cerveau, pour se protéger, ferme quelque chose et donc on perd la mémoire. Et après, il faut accepter ce qui s'est passé, il faut accepter de pouvoir décortiquer, accepter que des images reviennent aussi. Et donc, j'ai été accompagnée pendant plusieurs années par une psychologue qui m'a aidée à reconstituer ma mémoire et à me retrouver et surtout à ne pas sombrer, en fait. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a cru tout de suite. Et il n'y a pas eu de discussion là-dessus et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et j'avoue que ça m'a donné beaucoup plus de profondeur dans la défense que je pouvais avoir de mes clientes. J'ai aussi accepté de défendre des violeurs et des pédophiles, bien qu'ayant retrouvé la mémoire, parce que ça m'a permis d'avoir aussi une plus grande clarté sur la façon de les défendre, sur la façon parfois aussi de les amener à accepter, de demander pardon, à accepter de parler de ce qui s'était passé, autrement qu'en se posant eux-mêmes en victime. Vous vous êtes confronté à votre agresseur de l'époque? Vous avez pu le faire? Non, il est mort. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu donc il n'y a pas eu de suite judiciaire? Non, il n'y a pas eu de suite judiciaire. De toute façon, il était déjà décédé au moment où j'ai retrouvé la mémoire. Et puis de toute façon, vous savez qu'il y a cette réalité pour bon nombre de victimes qui est celle de la prescription. Donc, de toute façon, il n'y aurait pas pu avoir de suite judiciaire. Mais le fait que, encore une fois, ma mère m'ait cru, que les membres proches de ma famille avec qui je l'ai partagé m'aient cru, que j'ai pu en discuter donc avec cette thérapeute a été pour moi extrêmement libérateur. Et je mesure la chance que j'ai eue dans cette histoire extrêmement tragique qui malheureusement touche 9 femmes sur 10. Moi, on m'a cru, même des années après. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, beaucoup de femmes et de jeunes filles sont encore confrontées à cette réalité de la prise en compte de leurs paroles.
Une histoire, vous disiez, qui vous a forgé, qui vous a donné aussi envie d'aider, de défendre justement ces femmes victimes de violences. C'est aussi cela qui vous a permis de devenir l'avocate que vous êtes? Certainement, certainement. En tout cas, je pense que ça m'a donné une plus grande compréhension de ce que peut être le parcours de quelqu'un qui est passé par là. Ça m'a donné aussi une plus grande compréhension du fait que c'est un problème de santé publique et qu'aujourd'hui, malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de cela. Quand il y a un agresseur sexuel, il y a parfois des dizaines de victimes et ces dizaines de victimes ont besoin d'un certain nombre de moyens, ont besoin de mettre en place un certain nombre de programmes, de processus pour s'en sortir. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais toutes les personnes qui sont passées par là n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un psychologue, d'avoir des personnes qui peuvent entendre leurs paroles et les accompagner sur tout ce que ça peut impliquer aussi sur le plan médical, psychologique et autres. Vous l'avez dit, hein, vous avez défendu dans ce type d'affaires parfois des victimes, également des agresseurs. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la justice française traite ce type d'affaires lorsqu'elles arrivent au tribunal, parce que ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la justice traite ce type d'affaires? Est-ce que la parole des victimes est davantage prise en compte dans les prétoires? Alors, elle est davantage qu'au moment où j'ai commencé comme jeune avocate. J'ai 27 ans de barre et donc je vois les progrès qui ont été accomplis. Donc oui, aujourd'hui, la parole est davantage écoutée, prise en compte. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a pour que la parole puisse arriver. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces petites filles, ces petits garçons aussi, ces enfants, d'abord puissent apprendre à se protéger, apprendre l'intégrité de leur corps, qu'il ne peut pas être brisé par un adulte quel qu'il soit, surtout quand il est dans le cercle proche, puisqu'on sait que 8 victimes sur 10 ont été approchées par des personnes qui sont dans leur entourage. Donc comment on peut faire de la prévention? Comment on peut la faire mieux que ça? Et une fois que ces choses-là arrivent, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes filles, ces jeunes hommes n'aient pas honte, n'aient pas peur de parler? Et c'est ce processus-là qui est, à mon avis, difficile aujourd'hui, qu'il faut prendre en compte davantage, parce que plus on l'aura pris en compte et mieux on l'aura pris en compte, plus la parole pourra se libérer et de façon précise, de façon structurée, et elle ne sera pas remise en cause par la suite par un prédateur sexuel qui va chercher à éviter la sanction. Et finalement, pour vous, c'est plus important ce cheminement-là que... Enfin, est-ce que c'est plus important qu'un procès, qu'une réponse judiciaire? Les deux sont importants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très concrètement, sur 10 personnes qui vont aller porter plainte, il n'y en a qu'une qui va arriver au procès. Je parle beaucoup statistiques parce que c'est très parlant. Donc, ça veut dire que 9 autres qui auront parlé n'arriveront pas au procès, donc à la partie réparation. Mais la réparation, elle peut prendre plusieurs formes, comme le fait d'être écouté, d'être entendu. Et ça peut commencer en amont. Et je pense que oui, il y a à faire un certain nombre de choses, à développer un certain nombre d'encadrements pour que des personnes qui ont vécu des choses puissent en parler. Et moi, ce qui m'a interpellée aussi, parce que je l'ai vu avec certaines de mes clientes, beaucoup de jeunes femmes ont perdu la mémoire. Beaucoup de petites filles ont perdu la mémoire sur ce qui s'est passé. Et ça revient au moment d'un accouchement, d'une première grossesse. Et ça peut ensuite dégénérer sur des dépressions postpartum qui ne sont pas soignées correctement. Donc il y a vraiment un enjeu de santé publique aujourd'hui. Alors à la lumière de ce que vous dites, j'aimerais juste qu'on évoque assez brièvement le dernier procès qui a fait couler beaucoup d'encre. Je parle bien évidemment du procès Pellico. J'ai une question. Quel regard vous avez porté sur ce procès, à la fois en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme vous-même victime d'agressions sexuelles? Et pourquoi je vous pose la question? Parce que c'est aussi un procès qui a fait couler beaucoup d'encre par rapport à l'attitude de certains avocats. Voilà, j'imagine que vous avez suivi les audiences et c'est vrai qu'on a eu l'impression à certains moments que la victime en fait devenait celle qui devait se défendre. Quel regard vous avez porté sur cette affaire? Malheureusement, dans notre système judiciaire, et je pense que c'est un peu comme cela dans à peu près tous les pays du monde, encore plus dans des pays qui sont moins démocratisés que le nôtre, la victime a une double, je dirais, blessure. Celle d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, mais en plus de devoir justifier, expliquer. Ça n'a pas changé, ça. Alors, peut-être que le regard qui est porté sur la victime est parfois
plus bienveillant aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais c'est toujours très difficile pour la victime de devoir faire face à ces demandes d'explication, et un peu comme si elle devait se justifier parce que c'était sa faute si c'était arrivé. Donc ça reste, mais c'est insupportable en fait. C'est vraiment insupportable d'avoir à répondre du fait qu'on aurait pu provoquer ça. Et justement, en tant qu'avocat, est-ce que c'est justifiable que pour remporter une affaire ou pour faire acquitter un client, on puisse éventuellement remettre en question la parole d'une victime présumée? Alors, à titre personnel, quand j'ai défendu des dossiers de viol, pour moi, il n'était pas acceptable de remettre en cause le vécu de la personne qui disait qu'elle avait été violée. Il y a des constatations qui sont faites, il y a des rapports qui sont faits, il y a quelqu'un qui s'exprime à la barre, il y a à respecter ce qui se dit. Et j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas à casser la victime, puisque c'est ce dont on parle, pour pouvoir arriver à faire diminuer une peine ou éviter une condamnation à un client. Maintenant, il y a aussi une réalité qu'en tant qu'avocate, j'ai vue, c'est qu'il y a des dossiers pour lesquels la présomption d'innocence était clairement là, où il y avait un doute, et quand on est aux assises, le doute doit profiter à l'accusé. Donc, dans un certain nombre de circonstances, il est le devoir de l'avocat, il a pour devoir de dire, dans ce dossier, les conditions du crime ne sont pas constituées. Maintenant, ce dont vous parlez, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des confrères qui estiment que pour s'en sortir dans leur défense, ils doivent salir la victime. Personnellement, je ne partage pas cette façon de faire, cette façon de travailler. On n'a pas besoin de salir une victime pour pouvoir défendre honorablement son client. Et nous allons justement parler de vos 27 ans passés sous la robe d'avocate, dont la deuxième partie de cette émission est Catherine Marceline. On marque juste une très courte pause. À tout de suite.